Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT Citoyen du 3 mars 2021. Message du secrétaire général de l'ONU. Australie, souveraineté numérique. Patriote US. Analyse d'un patriote québécois. Et pour finir, actualité en France, gestion de crise. Commençons tout de suite avec l'actualité en bref. Zimbabwe. Le vice-président du Zimbabwe, Kembo Moadi, a démissionné de son poste lundi à la suite d'allégations immorales qui l'ont poursuivi ces derniers jours. Nigeria. Toutes les élèves enlevés la semaine dernière dans l'état nigérian de Zamfara, nord-ouest, ont été libérés, a annoncé mardi son gouverneur, Bello Matawalle. Afrique du Sud. La police sud-africaine a annoncé mardi avoir arrêté 10 personnes et récupéré 973 blocs de cocaïne compressée d'une valeur estimée à 583 millions de rands, soit 38,9 millions de dollars, sur un bateau dans la province du Cap occidental. Dictature numérique. Notons que Citoyen TV est toujours suspendu par Facebook depuis plus d'un mois. Tout de suite, message du secrétaire général de l'ONU. Il y a chaud que ça, mais là maintenant je vais vous présenter un complotiste, un dangereux complotiste qu'il va falloir illico presto mettre en prison. C'est Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Alors écoutez-le, ça vaut, mais vraiment son pesant de cacahuètes. C'est juste de la science-fiction. Je vous le laisse écouter. On en reparle tout de suite après. Le virus s'attaque aussi aux droits politiques et civils et ruine davantage encore les espaces civiques d'expression. Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et adopté des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. Des défenseurs des droits humains, des journalistes, des avocats, des militants et même des professionnels de la santé ont fait l'objet d'arrestations, de poursuites et de mesures d'intimidation et de surveillance pour avoir critiqué les mesures ou la manque de mesures prises pour faire face à la pandémie. Les restrictions liées à la pandémie servent d'excuse pour miner les processus électoraux, affaiblir les voix des opposants et réprimer les critiques. N'est-ce pas merveilleux? Il y a des gens qui dorment. Tout de suite, Australie. Souveraineté numérique. Dans le bras de fer entre Facebook et l'Australie, il semble que l'Australie ait réussi à prendre un avantage significatif. Facebook a finalement reculé et a signé un accord avec le gouvernement fédéral australien. On s'attend donc à ce que Facebook rétablisse les pages d'actualité australiennes dans les prochains jours. En janvier, l'Australie a proposé une nouvelle loi obligeant Google et Facebook à payer pour le contenu d'actualité provenant de sources d'information australiennes. À la mi-février, Seven West Media en Australie était devenu le premier grand média d'information du pays à conclure un accord de licence avec Google, obligeant le géant de l'Internet à payer la société de médias pour son contenu. Cependant, le même jour, Facebook a annoncé qu'il n'autoriserait plus les éditeurs et les utilisateurs australiens à afficher ou à propager du contenu d'actualité. De plus en plus de pays ont commencé à s'opposer aux géants des médias sociaux. Et Facebook semble finalement avoir compris quelque chose. C'est lui qui a besoin du public. Le public n'a pas besoin de lui. Ce mardi 23 février, le ministre des Finances australien Josh Frydenberg et le PDG de Facebook Mark Zuckerberg étaient parvenus à un accord sur des amendements à la législation proposée pour faire payer Facebook. Josh Frydenberg a décrit sa conversation avec Mark Zuckerberg comme constructive. Il a déclaré qu'il souhaitait que Google et Facebook restent en Australie, mais qu'il devait en même temps se conformer aux lois adoptées par le gouvernement élu.
La semaine dernière, le Premier ministre australien Scott Morrison a critiqué Facebook pour sa décision. Il a déclaré qu'ils étaient aussi arrogants que décevants. Morrison a déclaré que ce type de comportement n'avait fait que confirmer les préoccupations croissantes concernant les grandes entreprises technologiques. Le ministre des Finances australien a déclaré plus tard lors d'une conférence de presse qu'il n'avait reçu aucun avertissement de la décision de Facebook concernant l'interdiction. Il a ajouté que ce que Facebook avait fait nuirait à sa propre réputation dans le pays. Le succès de l'Australie dans ses négociations avec Facebook montre certainement au monde un exemple à suivre dans la limitation du pouvoir des géants de la technologie. La position ferme de l'administration Morrison envers Facebook lui a valu un soutien fort de la population. Un sondage réalisé par Newspoll, publié ce lundi, montre que Scott Morrison a atteint un taux d'approbation de 61%, soit le taux le plus élevé depuis qu'il est devenu Premier ministre, laissant le chef du parti d'opposition loin derrière, avec un taux de 26%. Tout de suite, Patriote US, analyse d'un patriote québécois, j'ai nommé Alexis Cossette-Trudel de Radio-Québec. Parce que Trump a souvent ça dans ses allocutions, il a deux discours, c'est-à-dire qu'il parle à un certain niveau, il utilise un prétexte, j'ai coupé les coûts des médicaments, on coupe l'intermédiaire et donc on va faire des coûts, on va faire des économies. Puis après ça, il parle d'autres choses dans la même phrase. Il dit « J'ai des ennemis extrêmement riches, extrêmement puissants et à cause de ça, je vais devoir disparaître. » Donc, quand vous écoutez un discours de Trump, portez toujours attention au fait qu'il peut y avoir deux phrases dans la même phrase, deux significations dans la même phrase. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. Je vous montre le discours et puis c'est une cinquantaine de secondes. C'était le 7 août dernier, je pense. But I've heard the term middlemen for a long time. They are so wealthy. They are so wealthy. Nobody has any idea who the hell they are, what they do. Là, il parle de l'intermédiaire dans la séquence du médicament entre le pharmaceutique et le patient. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit, ils sont tellement riches, on ne sait même pas qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Il parle pas de l'intermédiaire, là. Il parle des banquiers centraux, les hommes les plus riches de la planète, qui sont les ennemis de Donald Trump. OK? Je repasse la séquence. Réfléchissez au fait que, posez-vous la question, est-ce qu'il parle réellement de l'intermédiaire dans la chaîne de distribution du médicament ou il parle des banquiers centraux quand il fait référence au middleman? I've heard the term middlemen for a long time. They are so wealthy. They are so wealthy. Nobody has any idea who the hell they are, what they do. Personne ne sait qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Il parle pas des intermédiaires, là. On continue. They make more money than the drug companies. You know, in all fairness, at least the drug companies have to produce a product, and it has to be a good product. But the middlemen, well, the rebate that I'm doing cuts out the middlemen and it reduces costs, and the money goes back to the people purchasing the drugs. So I have a lot of enemies out there. This may be the last time you'll see me for a while. J'ai beaucoup d'ennemis à l'extérieur et c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez avant un certain temps. A lot of very, very rich enemies, but they are not happy with what I'm doing. But I figure we have one chance to do it, and no other president's going to do what I do. No other president would do a favored nations, a rebate. Voilà, donc il annonce qu'il doit disparaître. Et ça, évidemment, il n'est pas disparu. Le moment où est-ce qu'il disparaît, c'est maintenant. Donc, il annonce tout ça à l'avance et tout ça semble en effet être un plan préparé longtemps à l'avance. Alors, donc, il y a ça. Il y a aussi, donc, Trump annonce qu'il va devoir disparaître quelque temps. Il y a également un autre clip que je vais vous montrer où l'armée, c'est le général Milley, qui a été nommé par Trump, dit que l'armée n'est fidèle qu'à la Constitution des États-Unis. Il dit dans le clip, l'armée américaine est unique au monde parce qu'elle ne sert aucun gouvernement, elle n'a aucune fidélité au gouvernement, elle n'a pas de fidélité particulière au gouvernement, elle n'a pas de fidélité particulière, par exemple, au président, à un roi, à un tyran, etc. La seule fidélité de l'armée américaine réside dans la Constitution des États-Unis et ça en fait une organisation unique au monde et les soldats américains, les soldats de l'armée américaine sont prêts à mourir pour défendre la Constitution. Et ça vous indique pourquoi l'armée n'est peut-être pas aussi chaleureuse à Biden et ça explique en fait que l'armée
n'est pas sous le contrôle de Biden. L'armée suit la Constitution, et si la Constitution a été violée, ils ont le devoir de protéger la Constitution contre les ennemis étrangers et domestiques, les ennemis extérieurs et intérieurs. Et là, pensez dans le cadre d'une élection volée où l'ensemble du gouvernement a été acheté par une puissance étrangère, une des puissances étrangères. L'armée n'est pas fidèle à Joe Biden, l'armée est fidèle à la Constitution. Je vous montre. Donc, c'est ça. Là, parce que je vous amène tranquillement à l'article de Newsweek, là. Donc, Trump savait que l'élection allait être volée longtemps à l'avance. Il savait qu'il allait devoir disparaître un certain temps. Il l'a annoncé. L'armée n'est pas fidèle à Joe Biden. L'armée est fidèle à la Constitution. L'armée a les preuves du vol de l'élection. Sidney Powell a les preuves. L'armée a les preuves aussi, vous comprenez? L'armée a été chercher le serveur en Allemagne où les preuves de cette fraude ont été conservées. Et la question aussi après ça, c'est pourquoi est-ce que Donald Trump a nommé Chris Miller, le spécialiste des opérations clandestines aux États-Unis, des conflits de basse intensité, etc., pour seulement 2 mois. Chris Miller a été pour exactement le genre de conflit dans lequel on est entré présentement, c'est-à-dire une continuité de gouvernement clandestine pour survivre à une présidence temporaire de Joe Biden. C'est exactement la spécialité de Chris Miller. Et pour finir, actualité en France, gestion de crise. Un médecin qui a le traitement et qui ne veut pas l'administrer à une personne et elle meurt. Qu'est-ce que c'est ? Tout le monde va répondre sans réfléchir. Mais c'est un crime, pourquoi poser des questions ? Mais je dis, s'il y en a 25 000, c'est un génocide. Puis je dis, mais si c'est le président de la République, ça c'est différent, c'est une gestion de crise.